relation prédéfinie entre toutes les activités qui sont définies en termes de supply chain management et les skills, donc ce que les gens ont besoin d'avoir. Donc si on considère cette section, ce qu'on appelle la section 4 du modèle, c'est très utile. Ça devient très utile parce que c'est un outil, une référence qu'on peut utiliser pour commencer à comprendre, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à ce que je veux faire. 2, je connais plus ou moins le niveau, je devrais connaître le niveau des skills de mes gens aujourd'hui en place. Si je sais ce que j'ai besoin, que je connais ce que j'ai en place, je peux faire rapidement une analyse et savoir, apparemment j'ai un déficit en formation. Quelle formation? Le modèle peut également aider en dirigeant vers les formations qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché de type APIX, de type Supply Chain Policy, du DMRP, peu importe. Donc c'est un outil, encore une fois, très utile. Alors, en termes de définition, donc, on définit ce qu'on appelle donc, les skills, qui est cette capacité à quelqu'un à délivrer un certain résultat. On définit aussi un certain niveau d'expérience, entre junior, senior ou vraiment executive VP et autres. Une aptitude, on a tous des aptitudes qui sont un peu différentes, aptitude à l'écoute, aptitude à résoudre des problèmes. Donc tout ça est défini aussi, et on définit donc le besoin de training, ou quelles seraient les sources de formation pour acquérir un niveau d'expérience supplémentaire. Donc ces 4 niveaux sont définis en termes de gestion des ressources humaines. Alors, je vais reprendre le cas très concret donc, de mon petit restaurant, et on va se positionner sur une configuration de ce qu'on appelle make to stock. Donc j'achète mes ingrédients sur une base de stock, je fabrique mes repas sur une base de stock et je livre sur une base de stock. Alors, évidemment, je ne peux pas rester à ce niveau-là, je dois descendre à un niveau, ce qu'on appelle le niveau 3, pour comprendre quelles sont exactement les activités qui sont développées. En utilisant rapidement la référence, donc si je prends ici Deliver Stock Product, donc je suis en livraison sur stock, j'ai une série de 15 activités qui sont définies. Standard, totalement standard, référence. Je peux m'en inspirer et commencer à les piquer et voir celles qui sont en activité dans mon entreprise. Et éventuellement, si j'en ai une qui n'est pas en activité dans mon entreprise, la bonne question, ce serait de se poser la question, pourquoi celle ne l'est pas? Peut-être qu'elle doit l'être. Donc j'ai déjà une première réflexion au niveau des activités à mener. Une fois que j'ai fait ce travail-là, et que j'ai des activités, donc ici j'ai mis en termes de livraison sur stock, recevoir la commande du client, la valider. En deuxième point, recevoir mon repas de la cuisine, ça paraît évident. En troisième point, installer le produit, donc en termes de packaging chez le client. Et quatrième point, enfin demander le paiement au client, donc invoice. Relativement standard, c'est pas trop compliqué. Donc quand on dit que le modèle score est compliqué, toujours un peu réactif, parce que en fait c'est common sense, c'est purement common sense. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau donc, des gestions des ressources humaines, c'est qu'une fois qu'on a identifié invoice, qui est l'activité de paiement, dans ce cas-ci, je peux très facilement, en utilisant le modèle, donc, en partant du processus, donc je prends le processus delivery, et donc je suis à D1.15, on va faire un peu académique ici, hein. Voilà, D1.9, D1.10, D1.15. Je vous rassure tout de suite, le modèle existe en version électronique. C'est plus facile. Donc voilà, donc ici D1.15, qu'est-ce que je vois? J'ai ma petite fiche qui dit simplement, qui décrit l'activité. Voilà, qui décrit l'activité, qui décrit comment je peux mesurer le succès de cette activité-là en termes de performance. Quelles sont les bonnes pratiques que je peux appliquer? Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir également les skills que j'ai besoin. Et ça va me renvoyer vers toute une série de skills que j'ai besoin pour pouvoir, encore une fois, exécuter cette activité. Alors j'en ai pris un au hasard ici, qui est Credit Collection Management, donc qui est codifié HS0026, mais peu importe, c'est une référence. Et à partir de là, vous pouvez aller voir, si je reprends maintenant mon skills, HS00026, et vous avez le détail, voilà, je suis au 29, je prends 0,27, 26, et je découvre quoi? Je découvre sur ce skills-là, voilà, les aptitudes que j'ai besoin, idéalement, pour pouvoir exécuter ceci. Vous avez l'expérience qui est souhaitée. Donc, exemple concret, j'ai pris le 181 qui est
méthode de paiement. Est-ce que vous avez une expérience sur les méthodes de paiement, oui ou non? Bonne question. À quel niveau? Vous avez les formations qui peuvent aider à acquérir cette expérience. Alors ici j'ai pris en termes de training ERP training, mais vous avez, je peux citer, vous avez EPICS, vous avez Engineering, vous avez Safety and Environment Management Training, Six Sigma Black Belt, donc toute une série de choses, d'avenues qui pourraient aider à acquérir l'expérience nécessaire pour cette activité-là. Et vous avez donc les attitudes, donc j'en ai pris une au hasard, donc qui est être précis. Vous avez une autre attitude du style être familier avec les ordinateurs, ça paraît basique mais c'est important. Être orienté client, être fiable, avoir une bonne communication verbale et écrite. Donc ça va relativement dans un certain niveau de détail. C'est systématique, c'est relativement systématique, c'est une référence, mais ça peut aider vraiment, je pense, les ressources humaines en partant des activités qui sont nécessaires dans le supply chain management pour l'entreprise, de comprendre exactement de ce qu'on a besoin et de faire l'inventaire par rapport à ce qu'on a déjà. Voilà, c'est relativement simple. Petite question, est-ce que c'est, par exemple, ces formations de base, etc., est-ce que c'est actualisé en permanence? Je pense à des pratiques émergentes que tu as cité tout à l'heure, ouais. Est-ce que c'est intégré au modèle score ou comment se passe? Tout à fait. Donc, ça fait partie de la gestion générique du modèle. Donc, on est à la version 11 actuellement. Donc, les évolutions du modèle passent à travers un processus relativement bien cadré de ce qu'on appelle des comités techniques. Donc, en fait, le processus est le suivant, c'est que lorsqu'une nouvelle pratique émergente arrive, une nouvelle donne dans le supply chain management, donc elle est remontée, elle est analysée au niveau des corporate techniques, et c'est collégialement qu'il est décidé de soit on introduit dans le score, ou pas. Donc il y a tout un processus aussi de validation, parce qu'on ne veut pas introduire dans le score quelque chose qui n'est pas prouvé ou qui ne tient pas spécialement la route. Donc, mais clairement, je ne serais pas étonné si je prends le cas spécifique de DDMRP, de voir les DDMRP arriver comme bonne pratique dans le score d'ici quelques temps. Sur le même genre de question, je sais quel niveau de détail ça va, par exemple, sur est-ce qu'on va retrouver maîtrise d'un WMS dans des skills? Ça, oui, donc si on va toucher au deliver et à partie warehouse management, oui, clairement, ça peut on va voir dans les skills. Ouais. Et alors, justement, sur l'évolution, aujourd'hui, pour certains postes, je veux avoir quelqu'un qui a la compétence au sein d'un TMS de maîtriser les track and trace. Voilà, c'est une nouvelle pratique, enfin, plus ou moins nouvelle selon les secteurs. Ça va être combien de temps entre l'identification par le comité technique de score en disant tiens, ça c'est un truc qui émerge, et l'inclusion dans la version, peut-être pas papier, mais électronique du modèle? Mais les comités techniques se réunissent régulièrement, donc au moins une fois par an, il y a une revue des choses qui éventuellement doivent être incorporées dans le modèle score ou pas. Donc il y aura toujours un petit délai, mais je veux dire, normalement on est relativement près du marché et près des évolutions pour savoir si quelque chose doit être intégré. Mais il faut faire aussi une distinction entre ce que je vous montre ici, les attitudes, les trainings et l'expérience, et l'aspect bonne pratique. Donc l'aspect bonne pratique est dans le modèle également, mais par exemple, faire du track and trace en utilisant une plateforme de collaboration, ça sera plutôt listé au niveau de la bonne pratique. Donc les deux sont quelque part aussi un peu liés. Donc c'est un référentiel de compétences notamment. J'imagine que vos entreprises ont également des référentiels de compétences. Comment est-ce que les compétences supply chain s'intègrent dans le référentiel de compétences plus général de chacune de vos entreprises? Est-ce que vous avez des expériences à partager avec nous là-dessus? C'est qu'aujourd'hui, chez Essilor, la supply chain, en fait, on a 3 niveaux de supply chain. Il y a une supply chain qui est une supply chain monde, une qui est continentale et une autre qui est par pays. En gros, notre métier, c'est à l'origine de fabriquer des verres de lunettes. Donc, il y a à peu près 1 million de SKU en stock aujourd'hui. Et en plus de ça, pour faire les choses simplement, on fait des produits finis, des produits semi-finis qui sont ensuite transformés dans des laboratoires de prescription dans les différents pays ou dans les différentes filiales et qui sont ensuite livrés à des opticiens. Donc une supply chain extrêmement
extrêmement complexe avec des niveaux très locaux et des niveaux très mondiaux avec des vers qui se baladent en permanence dans le monde entier. Donc par rapport à ça, nous on est parti de la démarche inverse à vous, on est parti des métiers, des différents métiers, des différentes familles de métiers, et on a des métiers qui sont des métiers par exemple de demand, ou des métiers de planning, ou des métiers très opérationnels de gestionnaire de stock, de DC manager, et notre souci est de se dire effectivement quelles sont les formations nécessaires dans ces différents métiers, quels sont les profils nécessaires dans ces différents métiers, comment est-ce que les gens à l'intérieur de cette communauté supply chain peuvent évoluer au sein de la communauté supply chain, mais aussi à l'extérieur de la communauté supply chain, qu'est-ce que ça apporte à des gens qui n'ont jamais fait de supply chain de passer par de la supply chain pour faire quoi derrière. Donc effectivement on est dans une réflexion de construction d'une part d'une communauté supply chain, mais aussi de dire eh ben, les compétences pour tel métier, les indispensables, c'est ça. Et comment est-ce qu'on enrichit notre communauté supply chain en faisant transiter par le supply chain des gens qui n'en ont jamais fait, mais qui vont apporter des expériences opérationnelles, qui peuvent être des expériences opérationnelles dans des métiers commerciaux de type grand compte ou dans des métiers industriels, et comment est-ce qu'on arrive à faire travailler ensemble des gens aussi différents qu'un commercial et qu'un directeur d'usine. Donc aujourd'hui les enjeux sont là, sachant que pour nous la supply chain est aussi un moyen de nous différencier des fabricants de verres low cost qui vendent des verres de lunettes pas chères, et de plus en plus on va vers de la vente de services. Alors la vente de services, c'est quoi? C'est fabriquer un verre de lunettes à la vue du porteur, mais faire en sorte que ce verre soit taillé, monté, livré à une chaîne ou à un client indépendant. Donc on a un métier supply chain qui est en constante évolution en fonction des attentes du marché. Donc, j'ai un exemple précis, il y a quelques années en France, où le seul moyen de résister des laboratoires français par rapport à la dimension internationale a été de faire en sorte de réduire nos temps de fabrication de produits de 4 à 1 jour. Donc les ressources humaines ont dû accompagner ce changement. On a dû complètement changer les horaires de production des sites. Donc les compétences en supply chain sont non seulement au cœur de la vie industrielle, mais également au cœur du business, et on a besoin d'attirer des gens de tout type de profil au sein de la supply chain et de les former aux spécificités de la supply chain. Sur la cartographie, bien entendu, on dispose de cartographie pour identifier les compétences. Après, je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas aujourd'hui, c'est d'identifier les compétences dont on aura besoin demain, dans 3 ans, dans 4 ans. Une fois qu'on a identifié ça, c'est après comment on construit la passerelle entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on a demain. Alors forcément, la formation revient souvent parce que c'est la chose peut-être la plus facile à mettre en œuvre, et en disant on les inscrit à la formation, quand ils sortent de la formation, ils savent faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a toute cette gestion du changement qui a accompagné, qui a montré justement la direction vers quoi on veut aller et où on souhaite aller, et justement faire participer et intégrer donc, ces individus et donc, ces salariés qui sont une force vive pour l'entreprise pour arriver là où on souhaite au point d'identification qu'on a imaginé aujourd'hui pour 2 ou 3 ans. Ça, je pense que c'est vraiment la complexité en tout cas. De développer les ressources, que ce soit en supply chain, mais c'est aussi vrai en production. Pour répondre à votre question, on est en construction d'un modèle de compétences supply chain au sein de LVMH sur l'initiative d'Alain. Et sachant qu'on n'en a pas. Et LVMH aujourd'hui c'est 120 000 collaborateurs et 65 marques. Donc il y a une complexité de la supply chain due au fait qu'il y a
plusieurs supply chains. La supply chain de Chaumet, c'est pas la même que celle de Moët-et-Chandon, et c'est pas la même que celle de Sephora. Donc voilà, ça c'est une vraie complexité, en tout cas sur le plan des métiers et des évolutions de carrière. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on l'a beaucoup dit ce matin, il y a vraiment un besoin de langage commun, hein, que ce soit pour les gens qui travaillent dans la supply chain ou pour les gens qui les accompagnent dans leur carrière. À un moment donné, il faut se parler parce que pour pouvoir faire évoluer les gens. Et derrière un même titre, nous on a remarqué vraiment au sein du groupe que l'approche par titre, par nom de métier et de fonction est compliquée. Parce que derrière un même nom, si on prend le planning, ou même si on prend chez nous le merchandising, on va avoir beaucoup de métiers de la supply chain. Donc c'est important de pouvoir se parler, quel que soit le modèle, hein, mais en tout cas au moins il faut être d'accord sur un langage et un modèle. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que l'on fait. Puis la deuxième raison pour laquelle on travaille sur un modèle de compétences en supply chain, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était une fonction de plus en plus stratégique pour un groupe comme le nôtre. Moi, quand je suis arrivée dans le groupe il y a 7 ans, on disait groupe de luxe. Ensuite, on a dit groupe de luxe et de retail. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de la supply chain parce qu'on vend les sacs à main, mais on vend du rêve. Donc on vend un service, donc on a besoin d'excellence opérationnelle. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on parle de 2500 collaborateurs en supply chain, 2500 cadres, et on parle de 10% de nos postes stratégiques. Donc c'est pas rien, je veux dire, c'est très important, et c'est important pour nous de pouvoir staffer, c'est important pour nous de pouvoir sécuriser. Et nous, au niveau RH, on fait de la planification, hein, quand on fait des plans de succession, c'est ce qu'on fait. Et on fait en sorte de pouvoir avoir les bonnes équipes sur le long terme. Voilà. D'accord. Alors, nous, chez XPM, on a un cabinet de management de transition, donc on rencontre des managers, notamment de supply chain, et ça m'amène à rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Ce métier de supply chain, c'est un ghetto, c'est une plateforme, ça commence à devenir une voie royale vers la direction d'une business unit. Comment vous le situez? Chose avant, on fera quelque chose après? On y rentre au début, on y est encore 40 ans après? Comment c'est articulé en termes de carrière? Alors, je ne peux pas vous donner une seule réponse parce qu'on n'a pas de modèle de carrière standard et on ne veut pas en avoir, justement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir, oui, dans quelle mesure ça peut constituer une passerelle et ça l'est. Et ça l'est, très clairement aujourd'hui. Je pense que l'enjeu qu'on a sur les métiers de la supply chain, à l'entrée, en tout cas pour faire rentrer les collaborateurs, c'est déjà de pouvoir exprimer le fait qu'on a des opportunités de carrière pour eux dans un groupe qui communique beaucoup sur la manufacture et l'artisanat. Donc du coup, c'est pas toujours évident pour eux de percevoir, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est une passerelle? Oui. Est-ce que c'est une voie royale vers la direction générale? Pas aujourd'hui, en tout cas quand on regarde les résultats. En revanche, je trouve très très intéressant le passage des collaborateurs sur la supply chain. Ça, je pense qu'on le fait, on ne fait probablement pas assez, mais on pourrait le faire beaucoup plus. En revanche, il n'y a pas aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une voie royale vers la direction générale. De toute façon, nous, quand on regarde nos dirigeants, on trouve quoi? On trouve des gens qui sont plutôt multiculturels, en tout cas qui ont eu des expériences internationales à un moment ou à un autre. On trouve des gens qui ont changé de fonction, donc c'est là que le passage par la supply chain ou l'inverse peut être intéressant. Et puis on trouve des gens qui ont réussi qui ont travaillé sur les sièges et dans les marchés. Voilà, donc ça, je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut développer les carrières, et notamment en supply chain. Mais quelque chose qui est très émergent en supply chain, dont on discutait avec nos directeurs industriels, c'est justement cette capacité à dialoguer avec des interlocuteurs internationaux. Voilà, et ça, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut évoluer dans la supply chain, ou en dehors d'ailleurs, mais en tout cas sur des postes de direction, c'est une dimension qui est indispensable d'acquérir, de développer, d'expérimenter. Chez nous, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas de chemin de carrière qui sont tracés. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que nos métiers de supply chain, il y a des métiers qui sont des métiers de spécialistes très pointus. Il y a des métiers de terrain, de management, des métiers très, très techniques aussi pour certains, des métiers de projet. Donc, à l'intérieur de la supply chain, la personne qui a envie de faire un tour dans ces différents métiers sur un périmètre qui va du local au monde, elle a plein d'opportunités. Mais c'est aussi des opportunités extrêmement intéressantes pour des gens venant, par exemple, de la finance pour prendre des postes de catégorie manager, ou l'inverse.
on a des catégories managers qui partent vers des métiers très, très finance, des patrons d'usines à qui on demande de faire, de la gestion de stock et de la réduction de stock ou des achats. Et on se rend compte que la supply chain est soit un métier de personnes qui s'installent dans ce métier-là parce qu'ils aiment ça, soit un métier par lequel on passe à un moment avant de faire autre chose. Et je pense qu'on a intérêt à pousser les deux choses parce que ça permet aux gens de s'épanouir dans l'entreprise, d'avoir aussi des carrières internationales parce que de plus en plus la complexité des marchés et du groupe fait qu'on va avoir besoin de professionnels dans tous les pays du monde et la supply chain pour les gens qui ont envie de partir à l'étranger est une belle opportunité d'expatriation. Je pense que sur la partie supply chain, c'est un réel atout pour des personnes qui sont dans ces services, pas que, mais notamment pour les directeurs supply chain. Pourquoi? Parce que, de par sa transversalité, forcément, il va être en contact avec le département des ventes, la production, la qualité, le contrôle. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les fonctions dans l'entreprise, en tout cas. Et donc, du coup, la supply chain, vu qu'elle est là dans les flux, elle est très présente, et donc du coup, une connaissance de l'entreprise et de fonctionnement qui apporte, je pense, beaucoup au-delà même de ce qu'on fait, mais de connaissances générales sur le mode de fonctionnement d'une entreprise. Et ça, je pense que c'est réellement un atout pour quelqu'un qui souhaite évoluer dans l'entreprise. Alors, moi, j'ai été comme vous, hein, j'ai été DRH pendant 20 ans dans plusieurs pays d'Europe, donc je sais qu'il y a des postes qui sont plus ou moins faciles à vendre. Alors là, vous nous décrivez une image un peu idéale parce qu'il y a une population de supply chain. Maintenant, quand vous proposez dans un déroulement de carrière un poste de supply chain, c'est bien accueilli, les gens sortent les drapeaux ou c'est quand même encore un peu difficile à vendre? On a changé de directeur supply chain il y a 8 mois. Il n'y a pas eu de difficulté ou de réticence à lui vendre le poste. Il a été. Enfin voilà, après ça dépend aussi. Il venait d'une autre fonction? Il venait d'une autre fonction. Il n'y a pas eu de difficulté en soi par rapport au poste, par rapport au challenge qui était amené et par rapport à ce qu'il souhaitait faire aussi. Après, il y a des intérêts personnels et professionnels, c'est pas juste matcher comme ça. C'est parfois un peu plus compliqué que ça de trouver le bon candidat au bon endroit. Donc, en tout cas, on n'a pas eu cette difficulté-là. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu interne en termes d'image de la fonction. Pour deux raisons. D'abord parce que les profils en supply chain sont des communicants, mais sont moins communicants que les gens qui font du marketing, tout simplement. La deuxième raison, c'est que ce sont souvent des populations qui peuvent être en tout cas loin du siège à un moment donné. Et ça, du coup, je pense que ça peut freiner à un moment donné la promotion de la fonction. En revanche, dès lors qu'on rentre dans l'explication du poste, là, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, on n'a aucune difficulté à vendre ces métiers parce que, comme vous disiez, c'est des métiers hyper transverses, parce que c'est des métiers qu'on peut faire à l'international, parce que, voilà, donc je pense que vraiment, on arrive en tout cas, on a des vrais atouts à vendre, si tant est évidemment qu'on soit capable d'offrir des perspectives derrière. Mais l'image de la fonction, oui, mais comme l'image de la vente, si on fait un parallèle aussi, je pense que, voilà, la vente versus marketing, il y a une question d'image, des fonctions, mais sur laquelle on travaille, sur laquelle il faut travailler. Moi, j'ai une réponse qui est assez simple et qui est chiffrée. Aujourd'hui, dans nos entretiens annuels, on demande systématiquement à nos salariés vers quelles activités ils ont envie d'être en mobilité. La supply chain arrive en 3e au niveau du groupe. Donc derrière la gestion de business unit et le global engineering. Alors que faire pour améliorer le marketing de la supply chain en termes de gestion de carrière? Chez vous, vous n'avez pas de problème, apparemment chez le Silor, tout va bien. Non, nous on a la chance d'avoir une supply chain où le coût de la supply chain est extrêmement important dans le coût du produit. Même si c'est un produit qui est petit, qui se transporte apparemment assez facilement,
comme c'est un produit qui se déplace beaucoup dans le monde, c'est un coût qui est presque aussi important que le coût de fabrication. Donc c'est quelque chose qui est très valorisé au sein du groupe. On a eu la chance depuis des années de recruter des profils de haut niveau dans les métiers de supply chain, ce qui nous a permis de faire une certaine publicité par l'évolution des gens qui étaient originaires de la supply chain. Et comme on a recruté historiquement des bons dans ce métier-là, ben, ces personnes-là ont grandi et puis ont occupé des postes plus ou moins importants dans l'organisation et ont plutôt donné une bonne image du métier. Donc c'est relativement facile à vendre. Et je reste persuadé que la complexité aujourd'hui que l'on doit avoir en supply chain attire aussi des gens qui réfléchissent et qui sont plutôt brillants et qui ont envie de s'accrocher sur des choses compliquées.